Donc, pour ceux et celles qui ont manqué la séance de laboratoire de fonderie en raison de la grève, il y a deux activités que vous devez faire. La première activité, vous aurez seulement 1 heure et demie. Vous le faites en équipe de deux avec votre collègue qui est dans l'équipe, dans le groupe 4 de laboratoire, par exemple. Et vous allez faire ça en dans de 1 heure et demie. Le deuxième exercice de laboratoire, vous allez faire ça dans un délai de 14 jours, plus ou moins quelques jours pour compenser les problèmes dus à la grève. Donc, normalement, ce que vous devrez faire, c'est vous connecter sur le cours d'IND 2107. En bas, vous allez avoir une section fonderie. Vous allez avoir une activité d'inscription pour le devoir fonderie 1 sur 2. Vous devrez absolument vous inscrire. C'est correct? Donc, juste entendez-vous avec votre collègue. Par exemple, choisissez le numéro 48, sélectionnez-le et faites enregistrer. C'est seulement à partir de cet instant-là que vous seriez en mesure de faire le devoir fonderie 1 sur 2 et le devoir fonderie 2 sur 2. Donc, le devoir fonderie 1 sur 2, c'est le devoir en 1 heure et demie. Le devoir fonderie 2 sur 2, c'est un devoir qui se fait en 14 jours. Donc, la raison pour laquelle que le devoir 1 sur 2 n'a pas de temps supplémentaire, c'est parce que c'est tellement rapide que je ne crois pas que vous aurez besoin d'avoir plus d'accommodement pour celui-ci. Dans le devoir fonderie Moodle 1 sur 2, il va avoir un mot de passe. Le mot de passe, c'est ravioli en minuscule. Donc, R-A-V-I-O-L-I, tout en minuscule, pas de S. Un L, c'est tout. Et vous allez rentrer le mot de passe ici. OK? Donc, faites démarrer une tentative. Normalement, il va y avoir un compteur qui va dire, bon, ben, vous avez environ 1 heure et demie pour le faire. La première question, admettons que vous avez oublié, l'autre partenaire a oublié de vous s'inscrire dans l'équipe, mettez les matricules ici comme deuxième fail-safe. Donc, si ça a mal enregistré, au moins je peux assigner les notes manuellement. Les 3 premières questions, je vais le faire comme démonstration. Vous allez suivre avec moi les restes des questions, c'est-à-dire sur les défauts de fonderie, etc. C'est des questions à choix multiples, courte réponse. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait tant de difficultés avec là-dessus. Vous aurez le droit à documentation, les notes de cours de Moodle, de Magali qui vous a été données. Plus vous êtes à 2, donc vous ne devriez pas avoir tant de difficultés. Donc, la première question. On désire savoir, par exemple, les propriétés de la pièce, telles que le volume du bougeoir en millilitres, le volume de chenot en millilitres. Donc, vous avez ce petit fichier-là que vous devez télécharger. Donc, je vais essayer de cliquer télécharger ici. OK. Et donc, une fois téléchargé, je vais juste l'ouvrir. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, je vais juste téléchargement. Parfait, c'est ouvert. Et la première question qu'on me demande, c'est finalement, oh, j'ai beaucoup d'instances 4C ouvertes, c'est le volume de chenot. Donc, comment on fait pour mesurer le volume de chenot et le volume de la pièce? Donc, en bas de votre écran, vous devriez avoir une sorte de masse en laiton qui s'appelle mesure d'inertie. La mesure d'inertie, c'est quand vous cliquez, il va avoir une fenêtre qui va apparaître. Et si vous cliquez sur le corps principal ou corps de pièce 2, ben, les informations vont changer. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que corps de pièce principale, corps principal, pardon, et corps de pièce 2? Donc, corps de principal, c'est votre bougeoir. Corps de pièce 2, c'est les chenaux d'attaque. Donc, quand on vous demande de mesurer, par exemple, le volume de votre bougeoir, vous allez venir ici et c'est le volume. Par contre, l'information qui vous est demandée, c'est en millilitres. OK? Et on vous demande de laisser un chiffre après la virgule. Ne cassez-vous pas la tête à essayer de convertir l'unité. Allez directement changer les unités passant par Outils, Options, et vous allez dans Paramètres et mesures, l'onglet Unités, sélectionnez par exemple Volume,
Et parce qu'il n'y a pas de millilitres, on se rappelle que 1 millilitre, ça équivaut à 1 centimètre cube. Donc, c'est quasiment une conversion de 1 pour 1. Donc, puisqu'il n'y a pas de millilitres, utilisez dans ce cas-ci centimètre cube. 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Donc, faites OK et refaites la mesure du chenot et de votre bougeoir. Dans ce cas-ci, j'ai 89,984. Je vais le copier ici, le mettre ici. Et vu qu'on demande un chiffre après la virgule, bon, vous arrondissez, ça va vous donner 90,0. OK. Ben, similairement, pour les chenots d'attaque, on va seulement cliquer sur corps de pièce 2. Vous avez 52,4. Donc, 52,4. Donc ça, c'est un petit rappel sur comment mesurer, par exemple, les propriétés d'une pièce. Là, dans cet exemple, je vous ai seulement demandé de mesurer le volume l'air, mais ici, on vous demande, par exemple, de mesurer l'inertie, le centre de gravité, etc. Vous pouvez utiliser ces informations-là. C'est des choses qui sont très utiles. Prendre un grain de sel, c'est que la masse et la densité n'est pas nécessairement représentative. Par défaut, dans CATIA, quand vous n'assignez pas de matériaux, la densité est de 1000 kg par mètre cube. Donc, c'est de l'eau finalement. Alors que nous, c'est de l'aluminium, c'est 2700 kg par mètre cube. Donc, soit vous changez cette valeur-là ou vous tenez compte donc, en conséquence selon vos calculs pour d'autres questions, par exemple. Donc, prochaine question. On vous demande, à partir de la réponse précédente, supposons que vous avez 350 bougeoirs avec les chenaux recyclés et fondus, combien de coulées entières vous pouvez produire? Donc, on définit ici qu'une coulée entière, c'est l'ensemble des chenaux et du bougeoir brut pour faire une coulée. Donc, pour les raisons de simplification, nous invitons de ne pas tenir compte des pertes par maladresse durant la coulée des autres volumes, de l'entonnoir de coulée, le noyau de salle, les maslottes, etc. Parce que dans ce cas-ci, on ne fait pas de maslotte, on ne tient pas compte du noyau de sable, on ne tient pas compte justement de l'entonnoir de coulée pour des fins de simplification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia-là que je viens de vous dire? Donc, je vais juste ouvrir une petite documentation. Donc, notez que quand on parle de coulée, vous avez votre bougeoir qui est surligné en jaune et les chenaux d'attaque. Quand vous coulez vos pièces et que vous vendez, ce que vous vendez en réalité, c'est la bougeoire et non les chenaux. Les chenaux, ce que vous faites, c'est vous les coupez et vous le recyclez. Moi, dans mon cas, on me demande si j'ai 350 chenaux, donc 350 fois le volume du chenot, j'aimerais savoir combien de pièces que je peux recouler. Donc, quand on fait une coulée entière, c'est le volume de votre chenot avec votre bougeoir. Donc, pour être en mesure de mesurer les deux corps ensemble, ce que vous faites, c'est vous cliquez sur un corps, vous faites Shift et vous cliquez sur un deuxième, un troisième corps. Le volume va s'additionner ensemble. Dans mon cas, j'ai 350. Pardon, laissez-moi changer la police. J'ai 350 chenaux. J'ai combien en volume pour mes chenaux? C'est 52,403. Mettez tous les chiffres après la virgule pour éviter des arrondissements, des surestimations, des surestimations des valeurs. Et je divise ça par mon volume total, qui est de 142,386. Donc, quand j'obtiens cette valeur-là, je dois arrondir à l'unité entière. Là, je n'ai pas de calculatrice, mais supposons que vous avez 48,9. Vous devez arrondir à la partie entière, qui fait en sorte que c'est 48, pas 49. OK? Parce que c'est pas vrai que vous allez vendre genre une pièce qui n'est pas complètement coulée. Ça ne ferait aucun sens. Donc, vous devez assurer que votre coulée soit totalisée pour être en mesure de vendre votre bougeoir. Parce que c'est possible qu'il y ait un fond de liquide qui n'est pas complètement monté jusqu'en haut. OK?
Donc, cette question-là, juste faire attention, c'est une question qui est plusieurs valeurs. Donc, si on vous demande d'utiliser 600 bougeoirs, 700 bougeoirs ou 300 bougeoirs, vous utilisez vos valeurs qui sont indiquées dans la question. La simple raison, c'est que je ne veux pas que vous me regardez faire et vous ne faites pas l'effort de votre bord. Donc, utilisez les valeurs de référence 600, 700 qui vous est données. Rentrez cette valeur-là. OK? Donc, ça, les valeurs vont être entières de toute façon. Il n'y a pas de virgule quelque chose. Ensuite, question. Ça va être un bon rappel sur comment faire la mise en page, comment faire un dessin de détail, etc. Donc, ça va faire longtemps que vous n'avez pas travaillé là-dessus. Je vais faire un exemple avec vous. Ça va vous donner une bonne idée. Donc, je vais télécharger ce fichier-là et on va mettre cette pièce-là sur dessin de détail. On va vous demander de mesurer trois cotes. La cote X, la cote Z qui sont finalement des épaisseurs des profondeurs et la cote Y qui sont des diamètres finalement. OK? Donc, je vais juste télécharger mon fichier. On a un fichier zip, un fichier qu'on doit extraire. Donc, donnez-moi une seconde. Je vais juste ouvrir avec Explorer Windows. Je glisse ici. Et ne tentez pas de double-clic. OK? Évitez cette option-là. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Simplement, glissez dans l'application de CATIA et la pièce va être ouverte. Donc maintenant, vous avez vos pièces. Là, il est temps de mettre cette pièce dans le dessin. Allez dans le menu Démarrer, Conception mécanique, Drafting. Il va y avoir une fenêtre qui va apparaître et vous devrez absolument cliquer sur la feuille vide. Parce que si vous cliquez sur toutes les vues et les autres options, il va essayer de générer toutes les options, tous les codes par défaut et c'est pas ça qu'on veut. Donc, quand vous cliquez sur la feuille vide ici, allez dans Modifier. Choisissez ASME et cliquez sur BNC. Donc, BNC, c'est le format 11 pouces par 17 pouces. Le format ANC, le format Letter, c'est le format 8,5 par 11. Donc, moi, je vais travailler comme démonstration avec BNC. Je vais faire OK. OK une deuxième fois. Et la pièce va être transférée directement. Pardon, la pièce n'est pas transférée. Il faut faire une option au préalable. C'est que vous avez maintenant votre feuille ici. Donc, pour transférer votre pièce dans le dessin, il va falloir cliquer ici, aller dans Vue de face. OK? Revenir dans votre pièce et sélectionner soit le plan ZX ou sur une surface plane de votre pièce. Vous noterez qu'en bas à droite, il va y avoir une fenêtre d'aperçu qui va vous dire voici ce que ça donnerait l'allure de votre pièce de vue de face. Donc, je vais juste cliquer sur le plan ZX et ma pièce va être transférée. Je vais tenter d'aligner comme la question qui est posée, donc aligner verticalement. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur la petite boule verte ici et l'aligner verticalement. Une fois que je suis content, je vais cliquer n'importe où et ma pièce va être transférée. Je vais juste cacher les quadrillés parce que ce n'est pas utile. De toute façon, elle ne génère pas d'erreur. En fait, c'est juste pour mieux voir. Si vous n'avez pas la même allure que j'ai, simplement faire un clic droit, Propriétés, assurez-vous que seul congé d'arrêt est coché. Parce que si vous n'avez pas congé d'arrêt et que les lignes cachées et les axes sont affichés, ben vous allez avoir ce genre de pièce-là qui a une allure très bizarre et c'est pas ça que vous voulez. Donc nous, on veut seulement garder congé d'arrêt. Une fois faite, faites OK et la pièce va par arrêt ici. Admettons que vous n'avez pas le nom de vue. Comment vous faites? Encore une fois, vous cliquez droit sur le nom de la vue ici. En bas ici, vous allez avoir objet vue de quelque chose. Objet vue de face, objet vue d'isométrique. OK? Cliquez sur ajout de nom de vue et il va ajouter ici. OK? Donc, dorénavant, quand vous allez changer l'échelle, le texte va se mettre à jour automatiquement. Donc, si je mets par exemple mon échelle à 3/4,
eh bien, tout le texte va se mettre à jour. OK? Et dans la question, on demanderait aussi de faire une vue de coupe, une vue détail, et je vais en profiter pour faire une vue isométrique. Donc, normalement, la vue isométrique, ce n'est pas quelque chose qui est normalisé dans les cours. Dans l'industrie, surtout pour les petites PME, donc c'est peut-être valorisé parce que vous n'avez pas tout le monde qui travaille dans le domaine d'ingénierie ou dans le domaine technique. Donc, un gestionnaire, par exemple, un secrétaire, s'il veut savoir quelle est l'heure de la pièce, ce serait peut-être utile. Donc, quand vous cliquez sur la vue isométrique et que vous revenez dans la partie Part Design, la vue que vous voyez actuellement, ça va être la vue isométrique. Donc, si vous voulez changer pour que la pièce soit alignée, penchée, orientée dans une autre direction, vous le choisissez jusqu'à temps que vous êtes satisfait. Donc, une fois fait, cliquez sur la pièce et la vue isométrique va apparaître. Notez qu'il n'est pas intéressant de laisser la vue isométrique comme à l'échelle 1 pour 1. Normalement, on va laisser à une échelle plus petite et on va le laisser en haut à droite pour le rendre un peu discret. Parce qu'il est important, c'est vraiment nos vues de face, nos vues de coupe, nos vues projetées avec les cotes, mais ce n'est pas la vue isométrique qui importe en réalité. OK? Ensuite, la question. On demande de faire une vue de section. Pour la vue de section, comment il faut faire? C'est juste en bas de toute la famille des vues principales. OK? Ici en bas, vous avez coupe brisée, coupe dépliée, section brisée, section dépliée. Nous, ce qu'on va se contenter, c'est la première option, coupe brisée. Et donc, si vous mettez votre souris près du centre, il va aimanter par rapport à votre pièce pour se faire zoomer relativement assez pour qu'il détecte. Ensuite, si vous montez votre souris en haut, attendez, j'ai juste mon point aimanté qui me dérange. Voici. Voilà. Attendez, je vais aligner ici la pièce. Voilà. Donc, le centre est aimanté. Et si je monte doucement, ma coupe, en fait, ma souris va être alignée. Pour faire une coupe, vous devez définir un segment. Le premier point du segment, vous cliquez une fois. Pour fermer votre coupe, vous devez avoir un deuxième point de votre segment. Et votre deuxième point, vous allez le fermer en double-cliquant très rapidement. Donc, je vais double-cliquer rapidement ici. Et ensuite, si vous voulez faire une vue de coupe du côté gauche, du côté droit, c'est à votre propre discrétion. OK? Ensuite, dans le dessin, on demande de faire une vue des détails. Donc, pour faire la vue détail, il va falloir que vous allez juste en bas encore. Il va y avoir vue des détails, vue détail avec profil. Encore une fois, c'est avec la première. Et donc, si vous cliquez par exemple ici et vous tracez, il va y avoir un message d'alarme. Pourquoi? En fait, quand on désire faire une vue de section, une vue détail sur une figure, une vue de référence, il faut que cette vue-là soit active. La vue active par défaut, c'est la vue où il y a un encadrement en orange-rouge ou que votre nom de vue est surligné en bleu ou en jaune. Bon, pour ce faire, si vous voulez définir la vue de coupe comme vue principale, vous devez cliquer 2 fois et vous allez remarquer que votre vue de coupe va devenir jaune-orangé ou rouge-orangé plutôt. Et à ce moment-là, vous êtes en mesure de faire la vue de détail. OK? Là, maintenant, si je fais une vue de détail, hop, je clique une fois pour définir le centre de ma loupe. Je clique une deuxième fois pour définir, pour définir le diamètre de ma loupe. Et quand j'ai fini, ben, je peux placer n'importe où ma vue de détail. Ensuite, j'ai pas terminé. On ne peut pas rendre un dessin tel quel. Il faut justement qu'il y ait une cartouche. Donc, comment accéder aux cartouches? Normalement, vous devez aller dans Fichier, Mise en page, Insérer, Parcourir. Vous devrez avoir le cours K ici. Allez défiler en bas en MEC 1510. Voilà MEC 1510.
allez dans le dossier Katia, cliquez sur cartouche Behold, faites ouvrir, insérer, OK, vous allez avoir votre cartouche. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de prendre les mesures. Vous avez deux mesures de longueur et de profondeur. Ça veut dire, pardon, une épaisseur puis une profondeur, pardon, et un en diamètre. Donc, pour faire des mesures de cotation, ce que vous devez faire, c'est cette icône-ci. Il se situe à 3 icônes au-dessus de la lettre A. OK? Cliquez dans la cotation vers le petit triangle qui pointe vers le bas. Attendez, je vais changer le grossissement de l'écran pour mieux que vous voyez. Donc, je ne sais pas si je peux afficher ici. Système. C'est peut-être pas possible finalement. Personnaliser. Ah, c'est sur Windows 11. Malheureusement, je vois pas une façon pour changer justement l'écran ici. Non, échelle. Je vais mettre peut-être une échelle de 125%. Je peux pas le changer. C'est pas grave. Donc, je reviens à mon exercice. Donc, je reviens ici, je vais cliquer. Donc, vous avez deux mesures de longueur. Un pour l'épaisseur. Donc, cotation, ça permet de mesurer l'épaisseur et la longueur, les profondeurs. Je vais cliquer sur mes deux côtés extrêmes de mes chenaux. Mes unités, ok, c'est en pied. Je vais cliquer ici Fit In pour changer à millimètres. Et la question me demande de mettre un chiffre après la virgule. Donc, pour éviter justement de faire des erreurs d'arrondissement, encore une fois, juste en haut, vous allez voir la précision. Changez-le à une valeur après la virgule. OK? Donc, faites de même. Mesurez la profondeur du trou. Donc, la profondeur du trou, c'est vraiment les deux lignes verticaux et non jusqu'à la pointe triangulaire. OK? Encore une fois, changez la valeur et vous aurez une valeur ici. Donc, notez que la valeur de 13.2, la valeur de 25.4 ne va pas nécessairement la même que la vôtre. Parce qu'encore une fois, vous allez avoir plusieurs variantes de fichiers. Je ne veux pas simplement que vous copiez la réponse sans le faire. Et donc, vous, par exemple, vous pouvez avoir dans la profondeur, vous pouvez avoir, admettons, 15, vous pouvez avoir 9, vous pouvez avoir 10, vous pouvez avoir 12, etc. Ainsi que les autres valeurs. OK? Et finalement, vous allez mesurer le diamètre. Quand vous cliquez sur l'icône diamètre, OK, vous allez avoir une palette d'outils. Cette palette d'outils-là va permettre de faire des alignements. Si vous désirez faire un alignement horizontal, un alignement vertical, vous êtes en mesure de faire ce que vous voulez. Évidemment, je ne serai pas trop sévère là-dessus. Vous répondez à la question, c'est-à-dire c'est quoi la dimension et la mesure. Donc, vous avez par exemple qui 101.25, vous mettez un chiffre après la virgule, ça fait 101.3. Et ensuite, vous répondez à ces questions-là et vous passez aux autres questions. Donc, les autres questions, c'est des questions à choix multiples, choix de réponse. Lisez attentivement parce que parfois, on va vous demander de 1 défaut ou à 2 défauts. OK? Et je vais aussi clarifier une chose importante. Le thème Retassure n'est pas indiqué dans les notes officielles dans les notes de cours. Malgré, vous avez dit justement de le prendre en note. Donc, Retassure, c'est quoi? Une Retassure, c'est dû à une contraction thermique. Elle se caractérise à une fausse C, généralement. Donc, par exemple, dans cette question-là, vous voyez qu'elle se contracte et c'est comme si c'était une vallée. Tout va être continu, va être courbé. OK? Et la deuxième mention, c'est que pour des fins de simplification, quand je parle de porosité, okay, c'est comme si c'était des pores. Donc, quand vous dites cloque, microsoufflure, microporosité, etc., j'encadre ça avec le terme porosité très générique. Donc, ça peut être des porosités plus grosses, des porosités à l'interne, à la surface. J'ai fait exprès de mettre ce terme-là très vulgaire pour
couvrir l'ensemble parce que sinon, il y aurait toute une panoplie de définitions et je ne veux pas vous embrouiller là-dessus. OK? Donc, c'est la seule dernière indication que je vais vous donner. Sur ce, je vais vous laisser travailler. Bon laboratoire et bon courage.